Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé plein de fois d'acheter quelque chose sur internet ou dans un magasin et de regretter votre achat après coup en vous disant en fait, j'avais pas vraiment besoin de ce truc et j'aurais mieux fait de garder mon argent. Mais le coup d'après, ça recommence et vous vous demandez comment faire pour enrayer ce mécanisme. Alors dans cet épisode, je vais vous présenter ma technique de coaching qui va vous aider à limiter vos achats impulsifs et qui va vous en apprendre pas mal sur vous en même temps. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Je suis aussi autrice, j'ai écrit le livre La méthode change ma vie, qui est également disponible en poche. Et je suis la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie. Donc Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France. On a déjà accompagné plus de 4000 personnes. Et sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils de coaching et de développement personnel qui sont à la fois précis et concrets et que vous allez pouvoir mettre en place pour changer votre vie de l'intérieur. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun épisode. On est nombreux et nombreuses à avoir pas mal de raisons d'essayer de dépenser moins et de limiter nos achats. Donc parmi les raisons qu'on peut citer, il y a bien sûr la première raison qui est de maîtriser son budget, de ne pas dépenser d'argent pour acheter des choses dont on n'a pas besoin ou peu besoin, pour pouvoir garder notre ressource argent pour effectivement s'offrir des choses et des expériences qui nous apportent une vraie valeur. Première raison, c'est maîtriser son budget. La deuxième raison, qui peut être plus idéologique ou éthique, c'est le souhait de ne pas participer plus que nécessaire à l'hyperconsommation qui est à l'œuvre dans notre société, avec toutes les implications sociales, environnementales, etc. qui peut y avoir autour de ça. Et la troisième raison, c'est la raison de l'encombrement. On est quand même nombreux et nombreuses à avoir envie d'avoir des intérieurs dans lesquels on respire, où les placards ne débordent pas de trucs dont personne ne se sert. Et on sait que, évidemment, à chaque fois qu'on achète quelque chose, on le rapporte chez soi et il faut lui trouver une place, il faut s'en occuper, il faut l'entretenir, il faut le nettoyer. Et même si on n'en veut plus, il faut s'occuper de s'en débarrasser, de le donner, de le vendre, etc. Donc, chaque objet qu'on achète, ça encombre notre intérieur mental et notre intérieur physique, et donc on est pas mal à vouloir se dire non, je voudrais les choses que j'achète, je veux qu'elles soient bien choisies, je veux pas acheter trop, je veux pas acheter plus que ce dont j'ai vraiment besoin. Donc si vous êtes concerné par ces trois raisons, et peut-être que vous en avez d'autres auxquelles j'ai pas pensé, vous avez sans doute constaté que malgré l'envie, c'est assez difficile de se tenir à cette règle de conduite. Pourquoi ? Parce que on vit justement dans une société de consommation dans laquelle le fonctionnement de la société repose sur le fait que les individus dépensent leur argent pour injecter leur argent dans l'économie, faire travailler d'autres personnes qui travaillent à fabriquer des trucs et des trucs et des trucs. Et donc, on a au quotidien, on est assailli par toutes sortes de messages de publicité et de marketing qui nous incitent à acheter des choses, à dépenser notre argent, à acheter des trucs et des trucs et des trucs. Donc on a vraiment ces deux forces opposées. Il y a notre envie de dépenser moins et de limiter les achats inutiles ou les achats impulsifs, mais on a de l'autre côté une force autrement plus puissante, d'ailleurs il faut le souligner, parce que financer de façon démesurée par rapport à juste notre petit cerveau, toute cette force qui consiste à se dire en fait il faut que les gens achètent des trucs et donc on va les inciter à acheter des choses. Donc la question à laquelle je me propose de répondre avec ma technique de coaching, c'est comment est-ce qu'on fait pour, à l'échelle individuelle, résister à ça et ne pas être systématiquement influencé par ces messages de marketing et de publicité. Donc pour bien comprendre cette technique de coaching, la première chose que je veux préciser, c'est que le marketing et la publicité, c'est très simplement l'art de susciter le désir pour quelque chose. Donc le désir pour un objet, et susciter un désir qui va être suffisamment fort pour nous donner envie de sortir notre carte bleue pour acheter cette chose. Donc le boulot des marketeurs et le boulot des publicitaires, c'est de susciter votre désir. Et dans ce mécanisme de désir, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, c'est le circuit de la dopamine. Donc la dopamine, c'est un des neurotransmetteurs qui dicte beaucoup de nos comportements et de nos actions. Et en fait, le circuit de la dopamine, il s'applique spécifiquement au désir d'acquérir quelque chose qu'on n'a pas encore. Donc, quand j'identifie quelque chose que je n'ai pas encore, pour lequel je ressens une envie, un désir, je vais en fait me mettre en action pour acquérir cette chose. Et au moment où j'acquiers cette chose, boum, j'ai un shoot de dopamine qui est effectivement extrêmement agréable.
Le problème, donc c'est ça qui se passe quand on achète quelque chose, hein, c'est on ressent du désir, et hop, on sort la carte bleue, et boum, on est hyper content d'avoir acheté le truc. La difficulté, et ça c'est quand même à souligner, c'est que les circuits de dopamine sont faits aussi pour s'auto-entretenir. C'est-à-dire que à chaque fois que je ressens du désir pour acheter quelque chose et que je l'achète effectivement, je forge un peu plus dans mon cerveau cette validation que quand je veux quelque chose et que je l'achète, eh bien c'est une bonne chose pour moi. Et donc en fait, plus j'achète des choses, plus j'ai envie d'acheter de choses, plus ce circuit il est forgé et installé dans ma tête. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'essayer d'y résister et de ne pas systématiquement assouvir notre désir d'achat pour justement qu'il n'y ait pas ce circuit de dopamine qui s'auto-entretient de cette façon. Autre précision importante à avoir en tête pour bien comprendre la technique que je vais vous proposer, c'est que en fait quand on ressent du désir pour une chose qu'on a envie d'acheter, en fait, ce n'est pas l'objet en soi, ce n'est pas le vêtement, ce n'est pas le sac, ce n'est pas le gadget électronique ou l'objet de décoration qui nous fait envie en soi. Ce qui nous fait envie, ce sont les émotions qu'on pense qu'on va ressentir quand on possédera cette chose ou quand on utilisera cette chose. Donc, je vais le répéter plus lentement. Ce qui nous fait envie et ce pourquoi on ressent du désir, ce n'est pas l'objet en soi, la chose en soi, mais les émotions qu'on imagine qu'on va ressentir quand on aura cette chose. Et donc, ça me permet de vous expliquer maintenant le premier temps de ma technique de coaching qui en comporte 3. Donc, le premier temps, donc déjà, l'idée de cette technique, c'est de pouvoir la dégainer au moment où vous ressentez cette impulsion, cette espèce d'énergie intérieure, ou parce que vous avez regardé un truc sur Internet, ou vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez vu une publicité, ou vous êtes dans un magasin dans la vraie vie. Et la première chose, c'est d'identifier cette espèce de sentiment d'urgence, cette impulsion d'acheter quelque chose. Quand on parle d'un achat impulsif, c'est qu'on ressent l'impulsion. Et donc, quand vous ressentez cette impulsion, l'idée, c'est de pouvoir ralentir un petit peu votre processus de décision et de vous dire, OK, je vais juste réfléchir en 3 temps avec la technique de coaching de Clotilde, et si à l'issue de ces 3 temps, j'ai toujours envie d'acheter cette chose, je pourrais me l'acheter, à condition qu'évidemment, j'ai le budget, mais je vais commencer par ralentir un petit peu et me poser les bonnes questions au sujet de cet achat. Alors, premier temps, premier questionnement, c'est de vous poser la question, quelles sont ces fameuses émotions que j'associe avec la possession ou l'utilisation de cet objet? Puisque, comme je l'ai évoqué, ce qu'on désire, ce n'est pas l'objet en lui-même, mais ce sont les émotions qu'on pense qu'on va ressentir, eh bien, quelles sont ces émotions que je pense que je vais ressentir? En achetant ce pull et en portant ce pull, à quelles émotions est-ce que je pense que je vais pouvoir accéder? Quand j'aurai ce sac, quand j'aurai ce nouveau téléphone, quand j'aurai cet objet chez moi, je pense que je vais ressentir quoi? Parce qu'en fait, c'est de ça que j'ai envie. Alors parfois, on a un petit peu de mal à nommer les émotions, mais ce qu'on arrive à faire, c'est à identifier quelles sont les scènes imaginaires qu'on a dans la tête. Donc si par exemple j'achète un vêtement, probablement que en me regardant dans le miroir portant ce vêtement, en fait, dans mon cerveau, de façon un peu sous-jacente, un peu en sous-marin, je suis en train d'imaginer des scènes. Est-ce que je suis en train de m'imaginer sortant le soir avec des amis? Est-ce que je suis en train de m'imaginer en vacances à la plage? Est-ce que je suis en train de m'imaginer présenter un dossier dans ma vie professionnelle portant ce vêtement? Donc, on peut identifier, ou alors des scènes de loisirs quand on veut acheter, je sais pas, un carnet de coloriage ou un jeu de société, par exemple. Eh bien, on s'imagine une scène, on s'imagine soi-même en train d'utiliser cet objet. Et ce qu'on peut se poser comme question, c'est dans cette scène imaginaire, comment est-ce que je me sens? Et ça, c'est vraiment important parce que du coup, il faudra que je me dise, en fait, ce cahier de coloriage que je m'apprête à acheter, c'est pas le cahier de coloriage en soi dont j'ai envie, c'est j'ai envie des émotions que j'imagine que je vais ressentir quand je serai chez moi et que tranquillement, je ferai mes coloriages en regardant une série. Donc ça, c'est la première chose, c'est identifier les émotions. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant quand on est exposé, heureusement ça arrive des milliers de fois par jour, exposé à des messages marketing ou à des publicités, c'est d'essayer de décoder quelles sont les émotions que le marketeur ou le publicitaire cherche à me promettre derrière mon acte d'achat. Puisque, en fait, le marketing et la publicité, je vous ai dit, c'est l'art de susciter le désir, mais comment est-ce qu'on fait pour susciter le désir? C'est, on essaye de faire passer le message, achète cet objet, achète ce truc, et tu ressentiras telle et telle émotion. Donc c'est vraiment ça que une publicité ou un message marketing cherche à faire, et c'est vraiment intéressant pour être un consommateur conscient de se dire, ok,
la personne qui a conçu cette campagne marketing ou cette publicité cherchait à me faire penser que grâce à cet objet, grâce à cet accessoire, grâce à ce truc, je ressentirais telle et telle émotion. Donc on identifie quelles sont les émotions qu'on associe avec la possession ou l'utilisation de cet objet. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question ensuite, quelles sont les pensées qui feraient que je ressentirais ces émotions? Puisque un objet n'a pas de pouvoir sur nos émotions. Un objet, c'est inerte. Un objet n'a pas de pouvoir émotionnel en soi. C'est uniquement moi, en tant qu'être humain, par le biais des pensées que je vais avoir au sujet de cet objet, donc soit au sujet de cet objet lui-même, soit au sujet de cet objet dans ma vie, ou moi possédant cet objet, c'est uniquement à travers ces pensées-là que je vais ressentir effectivement des émotions. Donc si on imagine que je m'apprête à acheter un vêtement, et que j'ai envie d'acheter ce vêtement parce que je me dis, en portant, je sais pas, cette robe, par exemple, je pense que je ressentirais de l'assurance et de la confiance en moi. En fait, la robe en elle-même, elle a aucun pouvoir sur mes émotions. C'est simplement que je me dis, si j'achète cette robe et que je la porte, je penserais que de moi que je suis quelqu'un qui a du style ou que je suis belle, et donc je ressentirais de l'assurance ou de la confiance en moi. Donc c'est pas la robe, c'est les pensées que j'ai au sujet de la robe ou au sujet de moi dans la robe. Un deuxième exemple qu'on pourrait donner, c'est par exemple, je m'apprête à acheter mettons un joli vase à poser sur ma table basse dans mon salon, et j'identifie que j'associe en fait à la possession de ce vase une émotion de plénitude. Et en fait, le vase en lui-même n'a aucun impact sur ma plénitude. En revanche, si je me dis, quand je serai sur mon canapé et que j'aurai ma table basse et que j'aurai ce joli vase qui me plaît, je penserai, je suis entourée de belles choses, et si je pense je suis entourée de belles choses, effectivement, je pourrais ressentir des émotions de plénitude. Donc, ce premier temps, c'est d'identifier quelles sont les émotions que j'associe avec la possession ou l'utilisation de cet objet, et surtout, quelles sont les pensées qu'il faudra que je pense pour ressentir ces émotions-là. D'ailleurs, et ça m'amènera au deuxième temps, c'est justement parce que c'est par l'intermédiaire de nos pensées qu'on ressent nos émotions que les objets qu'on achète n'ont pas toujours, c'est-à-dire au fil du temps, l'efficacité de l'objet s'émousse. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le pull ou la robe, en fait, on s'en est un peu lassé, on trouve que ça nous va plus très bien, c'est plus trop à la mode, et à ce moment-là, le pull n'a pas changé, enfin éventuellement il bouloche un peu, mais le pull n'a pas changé, ce sont nos pensées qui ont changé, et donc quand je le mets, je ne ressens plus l'assurance ou la confiance en moi que je ressentais, je ressens autre chose. Et donc ça m'amène au deuxième temps, qui est le deuxième questionnement que je vous propose en cas d'achat impulsif qui s'apprête à être commis, c'est la question de la durabilité des émotions qu'on associe avec cet objet. Parce qu'en fait, je vous ai évoqué le circuit de la dopamine, et en fait, le pic de satisfaction d'avoir acheté quelque chose, c'est juste au moment de l'achat. Parce qu'en fait, c'est juste au moment de l'achat, au moment où j'acquiers quelque chose que je n'avais pas avant, donc au moment où j'assouvis le désir ou l'envie de faire l'acquisition de cet objet ou de cette chose, c'est à ce moment-là que je vais ressentir la force émotionnelle la plus importante. Et ensuite, ça va effectivement s'émousser. Et assez souvent, quand on achète quelque chose, en réalité, on a tendance à confondre le shoot de dopamine de l'achat lui-même avec le bénéfice qu'on pourra ressentir dans la durée. Et en fait, on peut effectivement acheter des choses et ressentir la dopamine, c'est agréable, mais c'est juste qu'après on se retrouve avec chez soi des objets qui en réalité ne nous apportent pas grand-chose, n'apportent pas beaucoup de valeur dans notre vie, de valeur émotionnelle, et du coup il faut sans arrêt acheter des nouvelles choses. Donc ma recommandation, c'est plutôt de vous en tenir aux achats qui, non seulement ça va vous faire un shoot de dopamine au moment où vous l'achetez, et ça tant mieux pour vous, mais qui vont effectivement dans la durée vous apporter un bénéfice émotionnel dans la possession ou dans l'utilisation de cet objet. Alors, peut-être que vous vous dites, oui, mais j'en sais rien, moi, je peux pas le savoir. Avant d'avoir acheté l'objet et de voir au fil du temps, est-ce que le plaisir reste entier, est-ce que les émotions restent là, je ne sais pas le dire. Donc là, rien ne remplace votre expérience de votre propre mode de fonctionnement pour pouvoir vous poser la question, par le passé, quand vous avez acheté des choses et que le plaisir et le bénéfice émotionnel sont restés constants dans la durée, quel genre d'objet est-ce que c'était, quel genre d'achat? Et à l'inverse, quand vous vous êtes aperçu que le truc, vous avez été content ou contente 5 minutes, mais que ensuite, en fait, le truc, il a traîné dans un coin jusqu'à ce que vous décidiez de le vendre ou de vous en débarrasser,
quel genre d'achat ou quel genre d'objet est-ce que c'était. Donc je peux vous donner 2 exemples dans un sens et dans l'autre. Le premier exemple, qui est un exemple de plaisir émotionnel durable avec un achat, c'est, et je l'ai apporté pour vous le montrer en vidéo, c'est ce mug que j'ai acheté quand on était en voyage à Amsterdam il y a quelque temps. C'était un magasin de déco qui ne vendait que des objets qui étaient fabriqués localement par des artisans locaux. Donc il y avait des bijoux, il y avait de la vaisselle, etc. Et donc là, ce mug, il était fabriqué par une céramiste qui avait son atelier juste au-dessus de la boutique. J'ai vu le mug, j'ai eu un coup de foudre immédiat pour ce mug. C'est complètement mes couleurs. Je sais pas si on voit bien à l'image, mais en fait, il y a 2 textures. La base du mug est mat, et en fait, il y a un espèce de vernis. Je suis pas très calée en céramique, mais un espèce de vernis au-dessus qui est un petit peu organique. Ça a coulé, c'est irrégulier, c'est hyper agréable à tenir dans la main. Ça a une super belle forme, etc. Donc, j'adore ce mug. Je l'ai vu dans le magasin, et en fait, je me suis posé la question, est-ce que ce mug, il me plaît, mais est-ce que dans la durée, ça continuera à me procurer ce plaisir-là? Et en fait, il se trouve que je bois du café tous les matins, hein, rien de très original. Et en fait, pour moi, le mug dans lequel je bois mon café, c'est très important. La texture, la couleur, c'est vraiment... je bois mon café avec infiniment plus de plaisir quand c'est dans un mug que j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit, et je me suis donné raison ensuite, que le fait d'avoir ce mug le matin, j'allais être très contente. Et de fait, quand le mug est au lave-vaisselle et pas encore propre et que je ne peux pas boire là-dedans, ça me contrarie le matin. Donc ça, c'est un exemple de bénéfice émotionnel durable avec un achat. A contrario, j'ai appris à mes dépens qu'il y a des objets que je peux voir en vacances, donc que ce soit dans une autre région française que la mienne ou à l'étranger, des objets qui sont un petit peu typiques de leur environnement, et où en fait, quand je suis dans la vibe de la région ou du pays, en fait, je ressens une envie de posséder ces objets qui me plaisent et qui sont associés à ces vacances ou à ce séjour que je passe. Mais je sais par expérience que si j'achète ça, une fois que ce sera chez moi, que ça n'est plus dans le contexte dans lequel cet objet se trouvait et dans lequel je passais mes vacances, et ben en fait ça marche plus. C'est comme s'il y avait une espèce de charme qui était rompu. Et une fois que le truc il est dans mon salon, bah en fait ça fait pas du tout le même effet et je regrette généralement ces achats-là. Donc du coup je me méfie quand je suis en vacances et que je vois voilà un objet un peu traditionnel ou un peu typique. Je me dis attention, est-ce que ça ira bien dans le salon? Et alors on pourrait se dire oui mais le mug c'était voilà, mais ça n'est ni traditionnel ni typique d'Amsterdam et c'est complètement dans les couleurs et le style de mon appartement et des choses que j'ai par ailleurs, donc ça s'intégrait bien. Donc voilà un peu un exemple et un contre-exemple pour que vous puissiez vous poser la question, et c'est ce deuxième temps de questionnement. Est-ce que je pense que une fois que j'aurai ce pull chez moi, une fois que j'aurai ce vase chez moi, une fois que j'aurai cette palette de maquillage chez moi ou ce nouveau téléphone, est-ce que je pense que au-delà de la satisfaction de l'achat, de la dopamine de l'achat, est-ce que je pense que ça vaudra le coup dans la durée? Si oui, eh ben banco, on y va, et sinon, peut-être que il vaut mieux s'abstenir. Le troisième temps de questionnement que je vous propose ensuite, c'est de vous interroger sur le besoin ou le manque sous-jacent. Puisque en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que les objets qu'on achète, la grande majorité du temps, en réalité, on les achète pour répondre à un besoin émotionnel. Puisque on a bien sûr des achats utilitaires, donc si par exemple j'ai pas un manteau assez chaud pour l'hiver, eh bien mon manque ou mon besoin, ça n'est pas un manque ou un besoin émotionnel, c'est c'est le manque d'un manteau chaud pour l'hiver et le besoin c'est de ne pas avoir froid. Et donc effectivement, je vais acheter un manteau, de préférence un manteau qui me plaît, mais je ne cherche pas à répondre à un besoin émotionnel, c'est un vrai besoin physiologique. Donc là, à ce moment-là, c'est très bien, l'achat répond aux besoins. Mais la plupart du temps, quand on s'achète des choses, ça n'est pas pour répondre à un besoin primaire ou un besoin physiologique, c'est pour répondre à un besoin émotionnel. Et ce besoin émotionnel, c'est intéressant de faire un pas de recul et de comprendre plus largement dans ma vie à quel besoin ou à quel manque est-ce que ça répond. Qu'est-ce que ça met en lumière dans ma vie, dans comment je me sens aujourd'hui et où est-ce que j'en suis, auquel je cherche à répondre en achetant des choses. Donc pour illustrer ce troisième temps, j'ai un autre exemple à vous donner qui est que un jour où je me trouvais dans un magasin de déco, alors vous allez penser que je passe ma vie dans des magasins de déco, c'est vrai que j'aime bien les magasins de déco, mais c'est pas le même. J'étais dans un magasin de déco où donc il y avait plein d'accessoires pour la maison, pas mal de trucs un petit peu gadgets, un peu rigolo. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je faisais le tour du magasin que
tout ce qui me faisait envie, c'était des objets qui étaient très en lien avec l'idée du cocooning, avec l'idée d'être voilà blotti dans son canapé et de buller dans son canapé. Donc pour vous donner un exemple, c'était des mugs justement avec écrit un truc rigolo genre viens on fait rien, des gros chaussons en peluche en forme de lapin, un plaid avec des poches, ce genre de choses qui en fait qui transmettent cette idée de cocooning. Et je me suis dit tiens, c'est quand même rigolo que j'ai envie d'acheter que ces trucs-là. Et en fait, en y réfléchissant en 2 minutes, je me suis rendu compte que c'était une période de ma vie où je travaillais très intensément, où mes enfants étaient pas mal plus jeunes et où franchement on galérait pour les coucher le soir. Et donc en fait, le temps qu'ils soient couchés, en fait, avec mon mari, on n'avait pas de soirée parce qu'il s'était couché, nous on était crevés, il était tard et donc on allait juste se coucher. Et donc le besoin ou le manque dans ma vie à ce moment-là, c'était des moments de détente, des moments de rien faire, idéalement dans la soirée avec mon mari. Et donc en fait, ce qui se passait, c'est que je voyais ce plaid avec des poches et je me projetais dans mon canapé en train de regarder une série. Je n'avais qu'une envie, c'était de faire ça. Et donc, par un espèce de raccourci rigolo, mon cerveau se disait, achète le plaid, achète le plaid et tu pourras te mettre dans ton canapé. Alors qu'en réalité, acheter le plaid en soi n'allait pas du tout résoudre ni le sujet de l'intensité de mon travail, ni le sujet du coucher de mes enfants. Si ça marchait, ce serait génial. Et donc, en fait, je me suis dit, j'ai pas besoin d'un énième plaid. D'ailleurs, j'ai des plaids chez moi, j'ai des chaussons, tout va bien. Donc, j'ai pas besoin de ces objets-là. Ce dont il faut que je m'occupe, c'est de ce besoin de moments de détente et de rien faire, et comment est-ce que je peux arriver à les recréer dans ma vie, parce que c'est de ça que j'ai besoin en ce moment. Donc ça, c'est un exemple de besoin que vous pourriez identifier. Bien sûr, il y a toutes sortes de besoins. Ça peut être un manque de fun dans votre vie, ça peut être le besoin de ressentir plus d'assurance ou de confiance en vous, comme je l'ai évoqué. Ça peut être un besoin de statut. Donc ça peut être le cas pour certains gadgets électroniques. Donc notamment, je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui avoir le dernier téléphone, le dernier modèle, etc. Il y a un côté statutaire dans les environnements dans lesquels ils évoluent. Ça peut être aussi un besoin ou un manque de plaisir sensoriel. Si on achète par exemple des bougies si on a envie de bougies parfumées, de trucs comme ça. Et en fait, ce que je veux vraiment préciser, c'est que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas acheter d'objets qui répondent à ces besoins-là. Par exemple, si on a besoin de fun et qu'on a envie d'acheter des jeux de société pour passer des bons moments en famille, super, achetons des jeux de société. C'est juste qu'en fait, l'idée c'est d'être conscient au moment où j'achète cette chose que je suis en train d'acheter une solution à ce besoin ou à ce manque, et de se questionner pour se dire, d'une part, est-ce que c'est le meilleur moyen de répondre à ce besoin ou à ce manque? Est-ce que ça va effectivement répondre à ce besoin ou à ce manque? Est-ce que j'ai d'autres façons, outre l'achat de nouvelles choses, de répondre à ce besoin et à ce manque? Et en tout cas, moi je n'ai aucune association morale avec le fait de répondre à des besoins en achetant des choses, mais la question c'est de se dire, est-ce que ça vaut cette somme-là pour moi? Si je prends l'exemple du dernier téléphone, du dernier modèle de téléphone, si on prend une marque célèbre de téléphone, où là j'ai regardé juste avant d'enregistrer, le dernier téléphone, il coûte 1400 €. Si je me dis effectivement avoir ce modèle de téléphone, ça va augmenter mon statut perçu dans tel ou tel groupe dans lequel j'évolue, peut-être que oui, mais est-ce que ça vaut 1400 € pour moi? Ou est-ce que je pense que par ma conversation, les sujets que j'apporte ou les compétences dont je fais montre, peut-être que ça augmentera mon statut et que ça me coûtera pas 1400 €. Donc en fait, c'est de vraiment mettre dans la balance à quel besoin ou à quel manque est-ce que j'essaye de répondre, et est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est le seul moyen? Et est-ce que ça vaut cette somme-là par rapport à tout ce que je pourrais acheter d'autre avec 1400 €? Donc, évidemment, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, identifier le besoin sous-jacent et se poser ces questions-là. Et ce que je voulais aussi souligner, c'est que parfois, le besoin qu'on va identifier, ça n'est pas un besoin qui est directement corrélé à la nature de l'objet, mais plus à à une impression générale dans notre vie qu'on peut ressentir, une impression d'ennui, une impression de manque de stimulation, de manque de gratification, auquel on cherche à répondre en achetant des trucs, et où là, en fait, c'est vraiment le shoot de dopamine au moment où j'achète le truc qui en fait, me sort de mon ennui, me sort de mon manque de gratification et me crée une forme de satisfaction que je ne trouve pas par ailleurs dans ma vie. Et donc,
ça, c'est vraiment intéressant de se pencher dessus parce que c'est un puits sans fond. C'est-à-dire que je ne peux pas acheter, je n'aurai jamais assez d'argent pour acheter suffisamment de choses pour combler une forme de vide ou d'ennui existentiel. Et donc, l'idée, c'est de se donner comme priorité de répondre à ce besoin-là avant d'aller acheter des choses. Et j'ajoute que dans mon expérience personnelle, c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience donc, dans ma première carrière, j'étais ingénieure en informatique. Et c'était un boulot, franchement, je pouvais pas me plaindre, mais ça ne me nourrissait pas à titre personnel. Voilà, le salaire était gratifiant, c'était un bon environnement, etc. Mais voilà, c'était pas, ça me donnait pas une satisfaction de fou de faire ce boulot-là dans ces conditions-là. Et à cette époque-là, assez souvent le samedi, j'allais dans les grands magasins, j'allais faire du shopping et je m'achetais des vêtements, des sacs, des objets, voilà, divers trucs. Et en fait, clairement, c'était pour compenser le week-end le manque de satisfaction ou de gratification donc ce que je ne ressentais pas dans la semaine. Quelques années plus tard, j'ai changé de carrière, donc avant d'être coach, juste avant, j'étais autrice culinaire. Donc je me suis mise à mon compte, je travaillais autour de la cuisine, l'écriture, etc. Et ça, pour le coup, de façon littérale et métaphorique, ça me nourrissait énormément. Et en fait, je me suis aperçue au bout d'un moment que je ne faisais plus du tout ça le samedi. J'allais plus dans les grands magasins, j'allais plus faire de shopping, et c'était un truc qui, sans que je le choisisse, avait disparu parce que le besoin de combler mon ennui ou mon espèce de manque de satisfaction, ce besoin-là ayant disparu, je n'y répondais plus en allant m'acheter des vêtements le week-end. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous remarquez dans votre vie et ça vaut le coup de se pencher dessus. Donc je vous confie cette technique que je vais récapituler rapidement. Le premier temps, c'est de vous poser la question, quel est le moteur émotionnel de mon achat? C'est-à-dire quelles sont les émotions que je pense acheter en achetant cet objet? Le deuxième temps, c'est est-ce que je pense que ces émotions vont être durables? C'est-à-dire est-ce que je pense que je vais les ressentir dans la durée, dans la possession et l'utilisation de cet objet, et suffisamment longtemps pour que ça vaille le coût COUT, le coût d'achat de cet objet, et aussi l'encombrement et tout ce qu'on a évoqué, donc les conséquences environnementales, sociales, etc. Et le troisième temps, c'est de vous poser la question, quel est le manque ou le besoin sous-jacent que ça met en lumière? Est-ce que je pense que ça va vraiment y répondre? Est-ce que j'ai d'autres façons d'y répondre ou qui ne consistent pas à acheter quelque chose? Donc je vous confie cette technique, je vous incite à en faire l'expérience la prochaine fois que vous avez cette impulsion d'acheter un truc, avant de sortir votre carte bleue. Vous pouvez même vous mettre un post-it sur votre carte bleue pour vous dire fais la technique de Clotilde. Et si vous en avez envie, dans les commentaires sous la vidéo, venez me raconter votre achat impulsif peut-être évité ou ce que ça vous a appris sur vous à cette occasion. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à jeudi prochain.